Dans cette seconde causerie de ce 23 avril 2014, je voudrais parler d'un certain nombre de sujets qui touchent à des éléments extrêmement divers. Je commencerai par cette expression qui est chère à Newton, qui disait que finalement dans sa vie, il avait ramassé un certain nombre de galets qui lui avaient plu, qui avaient retenu son attention. Et moi, j'ai pensé que quand je fais de la musique, c'est à peu près la même chose. Je fais défiler un peu de musique comme ça sous mes doigts, et tout d'un coup, il y a un galet, il y a une note, il y a une tonalité qui m'intéresse, et je la capte, et je l'intègre, et je la mets en avant, en évidence, je la souligne. Et dans la vie en général, c'est comme ça que les choses se passent. Nous voyons défiler beaucoup de choses, et puis parmi toutes ces choses qui défilent devant nos yeux, nous prenons celles qui nous parlent davantage. Ce qui nous renvoie au rasoir d'Occam, le fameux rasoir de Guillaume d'Occam, philosophe du Moyen-Âge, qui disait aussi qu'il fallait faire des choix. Il fallait couper avec le rasoir ce qui n'était pas indispensable à notre démonstration, à notre démarche. Et donc ça débouche sur une forme de minimalisme. C'est une méthodologie, voilà, j'enlève tout ce qui n'est pas nécessaire. Si je peux faire plus simple, c'est pas la peine de faire compliqué. Ce que les astronomes n'ont absolument pas compris, ne veulent absolument pas comprendre. Ils disaient encore autrefois, mais oui, votre rasoir d'Occam, il coûte trop. Mais non, il ne s'agit pas de valider à tout prix la tradition. Il s'agit de voir quelles sont les conditions minimales pour qu'une astrologie puisse exister, et pas les conditions maximales. Donc avant de dire que, par exemple, l'astrologie nous parle des individus, qu'elle nous parle du collectif, qu'elle nous parle du monde. Avant de nous dire que l'astrologie présuppose que toutes les planètes agissent, voyons si elle ne peut pas fonctionner avec une seule planète, etc. etc. Donc là, il y a vraiment une mentalité, je trouve, extrêmement fâcheuse de la part de beaucoup d'astrologues, et il ferait bien de s'inspirer du rasoir d'Occam. C'était une expression qui a beaucoup marqué toute l'histoire des sciences, qui est celle de considérer les conditions nécessaires et suffisantes, et pas d'en rajouter indéfiniment. Et les astrologues, on dirait qu'ils ils jouent avec le feu en voulant rajouter, alors qu'on pourrait très bien faire une astrologie avec très peu de moyens. Ce que j'ai toujours pensé. Très peu de moyens, c'est-à-dire par exemple, non seulement une seule planète, mais ne pas découper en 12 catégories, ou en 12 maisons, ou en 12 signes, ou en je ne sais pas combien d'aspects entre planètes, mais s'en tenir à un seul facteur principal sur la base de la présence et de l'absence. Soit le facteur est présent, soit il est absent. Et ça crée deux catégories différentes, comme de même que les transitions entre ces deux pôles. C'est ce qui donne le jour et la nuit, c'est ce qui donne l'été et l'hiver, avec le printemps et l'automne en équinoxe, et l'aube et le crépuscule également, comme facteur intermédiaire. C'est pas la peine d'aller très loin, on n'est pas obligé d'imaginer que le cosmos nous transmet des significations extrêmement complexes. Donc il faut aussi bien qu'il y ait une simplification au niveau des signifiants, c'est-à-dire au niveau des facteurs qui vont constituer le cycle, mais aussi au niveau du message lui-même, qui doit lui aussi être extrêmement simple. Et sur ces deux points-là, l'astrologie actuelle pêche totalement. Alors, je voudrais aborder aussi d'autres questions, comme la question des pressentiments. Je pense que l'astrologie se distingue de la voyance en ce que l'astrologie, telle que je la conçois en tout cas, l'astrologie fondée sur une programmation, sur une cyclologie extrêmement rigoureuse et rigide, qui ne détermine pas des situations extrêmement précises, mais qui détermine des types de situations, des types de motivations, des types de tentations, puisque j'en ai parlé dans d'autres textes. Et alors que la voyance détermine ce qui est arrivé réellement chez une personne en particulier, ou éventuellement dans un pays, enfin, quelque chose qui est de l'ordre, qui est beaucoup plus individuel et personnel. On ne peut pas accéder au personnel par l'astrologie. C'est pas possible. Et ça aussi, c'est la théorie du rasoir d'Occam. Commençons par le collectif avant d'arriver au personnel. Bon, il se trouve que moi, je pratique assez
traditionnellement, je dirais, pratiquent les voyants, les médiums, et que on peut dire que certains médiums, et pas tous, loin de là, certains médiums sont capables d'explorer votre futur, vous voir faire des choses que vous n'avez pas encore faites, et on se demande comment ils y parviennent. J'ai eu de nombreuses conversations récemment avec des médiums sur ce sujet, et comme Yolande, comme Myriam, etc. Et on peut penser que quelque part, ce sont des événements qui ont déjà eu lieu et que nous revivrions parce que nous recommençons en quelque sorte la même vie déjà tracée, mais sur laquelle nous allons pouvoir éventuellement avoir des modifications. Alors, tout ça c'est très karmique. De toute façon, même l'astrologie est karmique, à mon avis. Elle nous parle, mais la différence c'est que l'astrologie nous parle d'épreuves qui sont plus ou moins planifiées de manière structurelle et globale et collective, alors que la voyance nous parle des choses que nous avons réellement vécues à titre personnel et que nous allons redevoir vivre et redevoir gérer éventuellement autrement et plus adroitement et plus sagement. Alors passons maintenant à la question des femmes, qui est un sujet majeur, puisque pour moi l'astrologie et les femmes sont intimement liées. Les découvertes que nous avons faites nous-mêmes sur les femmes nous ont permis d'élaborer notre système astrologique. Et sans ces découvertes, nous n'en serions pas là où nous en sommes. Les femmes sont en effet porteuses de la cyclicité astrologique. Alors elles sont déjà, comme on le sait, porteuses des enfants avec la grossesse de 9 mois. Elles sont également marquées par la question des règles, de la menstruation. Mais elles le sont aussi, ce qui n'a pas été encore jusqu'à présent mis en avant, elles le sont aussi au niveau du cycle de Saturne de 7 ans. Et donc ce sont elles qui font avancer ce cycle, qui le font animer, et le font animer de deux façons, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire tantôt par la présence, tantôt par l'absence. C'est-à-dire que tantôt le signal au sens pavlovien est puissant, et donc elles vont aller vers ce que le signal leur indique de faire, soit il est faible, et à ce moment-là, elles vont se décaler, se distancer, s'éloigner de ce processus. Et donc elles vont, en sorte, brûler ce qu'elles auront adoré, c'est la dialectique fascination-rejet. Alors ce à quoi elles sont censées conduire, c'est à ce que j'ai appelé la reconnaissance du mal dominant. Mal, évidemment, mal, M-A, l'accent circonflexe, L-E. Et ce mal dominant, c'est carrément le contrepoint de ce collectif auquel les femmes appartiennent fondamentalement. Et donc, par conséquent, il y a là une espèce de contradiction dont j'ai parlé d'ailleurs dans une précédente causerie, à savoir que, effectivement, le mal dominant est la meilleure façon de se servir des hommes contre les hommes. Donc là aussi, on retrouve une notion de galet. Les femmes choisissent certains hommes en très petit nombre pour les mettre sur un piédestal, pour leur donner un pouvoir central aux dépens des autres hommes. Voyez-vous donc à quel point la notion de sélection est une notion très constante. Tout créateur est dans un processus de sélection. Alors, pour revenir sur la notion de création, dont j'ai parlé tout à l'heure assez brièvement, je dirais que un créateur doit être à la fois, il doit travailler sur son objet, c'est-à-dire qu'il doit faire bouger l'objet, faire vivre l'objet, pour pouvoir le faire, pouvoir sélectionner dans tout ce que cet objet met en avant, développe, déploie, sélectionner ce qui lui paraît intéressant. Donc encore, on est dans un processus de sélection. De même qu'on peut faire parler quelqu'un, et dans tout ce qu'il va dire, on va garder quelques pépites. Donc, le chercheur, c'est celui à la fois qui agit sur l'objet et qui capte de l'objet des choses qu'il n'avait pas pensées et qui vont le séduire. Donc, il y a à la fois un acte volontaire de
faire bouger l'objet. Même un sculpteur, en travaillant avec son ciseau, il fait bouger la matière, il la fait vibrer, il la fait se mouvoir, et en même temps, il est à l'affût de ce que cette matière va lui révéler, cette matière qu'il aura lui-même mis en mouvement. Alors, je voudrais lire un passage d'un auteur, une femme d'ailleurs, qui s'appelle Hélène Deutsch, et qui a beaucoup intéressé ce monsieur, Roland Gori, la fabrique des imposteurs, et elle raconte un peu comment se comportaient ses patients avec elle, et elle nous dit que effectivement elle est un petit peu surprise de voir des patients qui sont extrêmement dépendants du collectif, qui semblent ne pas avoir de personnalité, et je vais en citer un passage. Alors je cite le passage que propose M. Gori. J'évoquerai brièvement le cas d'une des patientes d'Hélène Deutsch, peintre habile mais sans la moindre originalité. C'est d'ailleurs le professeur auquel elle l'adresse, qui après une période d'enthousiasme pendant laquelle il pense à une thèse d'apprentissage, souhaitant la technique de la jeune fille, finit par adresser à Hélène Deutsch une lettre qu'il concluait par ces mots. Il y a pourtant chez elle quelque chose qui cloche, très malléable, extrêmement doué dans les apprentissages. Ces patients produisent un malaise chez les interlocuteurs du fait de l'absence de la plus petite empreinte personnelle, la moindre trace de subjectivité. Cette adaptation sans expérience d'affect est précisément ce que j'ai nommé comme si, as if. Hélène Deutsch souligne la grande passivité de ses patients, leur suggestibilité, leur identification automatique aux autres, aux manières de penser et de sentir de l'entourage et leur très grande immobilité à l'égard des signaux émis par le monde extérieur. Cette extrême porosité aux signaux du monde extérieur qui les amène à se rallier très facilement aux valeurs et aux opinions des personnes et de groupes sociaux divers et variés, pas contradictoires. Véritables éponges, ces personnalités, asif, ont emprunté aux entourages successifs leur manière de penser, de sentir et de vivre, sans aucune transformation intérieure. Alors, il faudrait quand même mettre un bémol sur ce genre de propos, car, comme on l'a dit, comment on se distingue, quel est notre comportement un petit peu comme ça conformiste qui est dénoncé, qui est signalé ici, et qui exprime un manque de subjectivité, une volonté d'être en phase avec le milieu, et le fait que les hommes aussi ont une certaine forme de captation du monde extérieur, de ce qui leur est extérieur. Alors c'est pas du tout la même chose. Dans le cas des femmes, elles ne captent le monde extérieur qu'à travers des signaux et des codes. Et par exemple, bon, tout ce qui est écriture leur convient très bien. Tout ce qui est langage leur convient très bien. Puisqu'à ce moment-là, elles n'ont plus qu'à s'approprier le langage, qu'à s'approprier des textes, etc., etc. Chez les hommes, c'est différent. Mais les hommes aussi sont un peu des caméléons qui fait qu'ils sont souvent très différents d'une situation à l'autre. Un homme qui fait l'amour, c'est pas un homme qui fait une conférence. Un homme qui mange, c'est pas un homme qui est au théâtre, etc. Donc ce sont des personnes à contraste qui vivent pleinement chaque situation, alors que les femmes, elles auraient tendance à être une sorte d'homéostasie, c'est-à-dire qu'elles sont... il y a un comportement basique, standard, une certaine civilité qui les maintient à peu près à l'identique en permanence. D'où une certaine forme de tension entre les hommes et les femmes. Souvent les femmes rappellent à l'ordre les hommes parce qu'ils n'ont pas eu le comportement le plus policé qui soit, le plus noble qui soit, parce qu'eux-mêmes sont très, très marqués par... Ils sont très en phase avec ce qui se passe autour d'eux. Alors que les femmes, elles émettent, elles sont dans l'émission, donc par conséquent, elles ne sont pas tellement perturbées ni modifiées par ce qui se passe autour d'elles. Elles vont capter, bien entendu, elles vont adopter un certain profil, c'est ça que entend Hélène Deutsch, elles adoptent un certain profil. Une fois que ce profil est adopté, il ne va pas changer, il ne va pas se moduler selon les situations.
Chez les hommes, il n'y a pas de profil basique qui est à adopter, mais ils vont être extrêmement influencés, extrêmement adaptables et adaptés à ce qui se passe autour d'eux. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Je reviens sur cette fameuse histoire, c'est-à-dire que ce sont les hommes qui sont beaucoup plus dans la réceptivité, dans l'observation, dans le fait de capter les choses autour d'eux de façon brute. Hein, c'est une chose, c'est pas les choses. Bon. Et les femmes, elles captent uniquement des signaux qui sont pré-programmés, par rapport auxquels elles sont déjà programmées. Hein. L'homme, il capte des choses auxquelles il n'a pas du tout été programmé. La femme, elle ne capte que ce pourquoi elle a été programmée. C'est tout à fait différent. Dans cela, la femme s'apparente beaucoup plus à la machine, qui jusqu'à présent est beaucoup plus dans l'émission que dans la réception. Et pour terminer, je voudrais dire quelques mots sur la parité, sur les malentendus concernant la parité. On arrive à des conceptions assez étranges de la parité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on résout le problème de la parité en faisant que les travaux qui sont demandés sont de plus en plus basiques. Donc n'importe qui, par exemple, peut lire un texte à voix haute. Bon, c'est la parité. Donc si la parité, c'est effectivement de traiter les femmes et les hommes de la même façon du moment qu'ils font la même chose, il n'y a pas de problème. Bon. Le problème, c'est que la parité ne doit pas être viciée, ne doit pas être truquée. C'est-à-dire que par là, je veux dire par là que la parité n'implique pas de ramener au plus bas le niveau de travail que l'on peut demander aux gens. Or, c'est bien ce qui se passe. En créant des styles professionnels extrêmement cloisonnés, on arrive à des niveaux d'exigence très bas. Donc c'est la conception même du travail qui génère de la parité. Mais si on ouvrait à des postes de plus grande envergure, il n'y aurait plus de parité parce que les hommes seraient beaucoup plus capables de gérer cette diversité et cet éclectisme des tâches que les femmes. Donc c'est un petit peu, j'en ai déjà parlé d'ailleurs, nous sommes dans une économie extrêmement féminine qui favorise donc beaucoup les femmes et qui fait qu'on est tous dans la complémentarité, on est tous dans le cloisonnement pour pouvoir dire voilà je fais ça pour toi et toi tu fais ça pour moi, la notion d'aide, à faire appel à l'autre, délégation, tout ça c'est de l'ordre du cloisonnement. Enfin, je me persuade que je ne suis pas capable de faire de ça, donc je demande à quelqu'un d'autre de le faire à ma place, et inversement. Bon, moi je suis assez sceptique sur cette façon de travailler, mais effectivement la parité va générer ce genre de stratagème social, socio-économique, qui fait que effectivement on va comment dirais-je, élaborer une société qui sera faite pour le cloisonnement et qui donc ne sera guère propice qu'à des moments très particuliers pour des mâles dominants, c'est-à-dire pour des œuvres qui sont tout à fait au-dessus de la mêlée, le président public, le Premier ministre, tel et tel grand chercheur, tel et tel grand compositeur, qui eux sont des mâles dominants, mais à la base, on aura une population extrêmement basique qui fera des travaux très cloisonnés, y compris dans les ministères, effectivement, on cloisonne, donc on rend chaque ministère beaucoup plus à la portée du premier venu. Hein, c'est le fameux profil du taylorisme. Donc là, on en revient à cette notion de mâle dominant qui m'est chère, c'est-à-dire qu'effectivement, les femmes sélectionnent, parce que tout est une question de sélection, on l'a vu avec la recherche des galets, la recherche, le fait de couper avec le rasoir. Et là aussi, les femmes doivent choisir parmi la masse des hommes, un peu comme pour les spermatozoïdes, la masse des hommes choisir les plus valeureux, ceux qui ont le plus gros potentiel, et ceux qui vont donc pouvoir unifier la population féminine autour des mêmes valeurs, des mêmes enfants, des mêmes connaissances, des mêmes savoirs. C'est ce qu'on appelle l'homme pourvoyeur. Il pourvoit à la totalité d'un savoir qui est unifié autour de sa personne, et il va donc unifier les populations qui vont adopter et qui vont suivre ce savoir. Voilà. Donc il y a là une stratégie qui est complètement liée à l'astrologie, puisque j'ai montré qu'il y avait des phases du cycle de 7 ans qui faisaient que les femmes étaient dans une quête de la recherche du mâle dominant, du pourvoyeur, collectivement, elles désignent par leur convergence
fait un mâle dominant, et ensuite ces mâles dominants, elle les délaisse en quelque sorte, comme le font les chattes, elle les délaisse pour pouvoir justement fonctionner sans eux collectivement. C'est l'idée de la souveraineté du peuple par opposition à la souveraineté du monarque, etc. Il y a une fameuse dialectique qui est connue et qu'on avait étudiée chez Rousseau notamment. Et puis c'est un cycle, comme a montré d'ailleurs, comme montré les philosophes grecs, il passe de la monarchie à la démagogie, etc. Et donc finalement, on peut étudier de manière extrêmement précise. Alors je voudrais terminer sur ce principe, à savoir que les sciences sociales, les sciences humaines du XXIe siècle doivent absolument refuser une fois pour toutes le postulat que les hommes et les femmes c'est la même chose. Le grand défaut, par exemple, de cet ouvrage, La fabrique des imposteurs, c'est qu'à aucun moment il ne distingue les hommes et les femmes. Et dans la plupart des cas, dans la plupart des travaux qu'on peut lire, cette distinction n'existe pas. Et à mon avis, ça hypothèque et ça pénalise complètement la recherche dans le domaine des sciences humaines, parce que c'est un principe fondamental qu'il faut remettre au premier plan. On ne peut pas étudier des populations et des sociétés mixtes. Il faut étudier séparément les hommes et les femmes si on veut avancer. Si on veut mieux comprendre l'être humain, il faut commencer déjà par ce postulat. Alors, c'est un postulat qui en vaut un autre, mais comme on a fait le tour du postulat mixte au XXe siècle, au XIXe siècle, eh bien je propose qu'au XXIe siècle on passe au postulat inverse, c'est-à-dire faisons comme si effectivement les hommes et les femmes étaient différents et étudions-les séparément au lieu d'établir des sortes de synthèses mal conçues, en porte-à-faux, des codes mal taillés. Et je suis sûr que la recherche dans le domaine des sciences humaines et sociales avancera énormément quand on aura accepté le fait de ne pas confondre les hommes et les femmes.